Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez bien le nouvel épisode de Cinéphile de notre temps, et avant de dérouler notre entretien, nous voulions prendre une minute pour vous annoncer quelques nouvelles. En ce début d'année scolaire, Cinéphile de notre temps évolue. Le podcast continue tel qu'il est, à savoir un épisode par mois, mais nous lançons également ce mois-ci une newsletter mensuelle pour continuer nos discussions cinéphiles. Cela nous permettra d'avoir un lien plus direct avec vous et d'évoquer notre propre rapport au cinéma. Vous y trouverez des rubriques aux doux patronymes comme la secte des captures d'écran ou encore l'apéro court-métrage. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pourrez retrouver le lien d'abonnement dans la description de l'épisode et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Ensuite, Cinéphile de notre temps ouvre une page Patreon. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous tenons ce podcast bénévolement, en marge de nos études et de nos activités professionnelles avec fans. Et nous aimerions beaucoup y consacrer plus de temps, et peut-être un jour tout notre temps. Si vous le souhaitez, et si vous en avez les capacités, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant des dons mensuels ou ponctuels et recevoir en échange des contenus inédits. Nous vous donnons rendez-vous sur notre Patreon, dont le lien est également dans la description de notre épisode et sur tous nos réseaux. Enfin, comme vous avez pu le constater, Cinéphile de notre temps change de tête. Notre magnifique logo réalisé par Anna Mandico il y a presque 3 ans laisse la place à celui réalisé par Lucie Alvado, tout aussi magnifique, et peut-être plus à l'image de notre nouvelle charte graphique. Nous la remercions d'ailleurs beaucoup pour son travail et nous espérons que vous aimerez cette nouvelle identité visuelle. On profite également de ce moment de bilan pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus ces dernières années. Nos familles et nos amis, Paul, Barbara, Clara, Inès, Irène, Émilie, Emma, Lila, Mathieu et tous les autres. Merci infiniment pour votre écoute et votre aide précieuse. Cela nous a permis de continuer à avancer tout au long de ces 2 années de travail. On vous laisse maintenant entre les mots de notre invité qui ouvre cette nouvelle saison de Cinéphile de notre temps avec beaucoup de vitalité. Vous y entendrez notamment des références à l'édition 2021 du Festival de Cannes, car l'épisode a été enregistré quelques jours après celle-ci. Bonne écoute! Nous avons découvert notre invitée il y a quelques années en tant que critique de cinéma sur Internet et en tant qu'animatrice au sein de la nuit originale de Thomas Hercouet, où elle évoquait déjà des problématiques importantes telles que la place des femmes dans le monde du cinéma. Aujourd'hui avocate en droit de la propriété intellectuelle et productrice de podcasts, elle mêle ses 2 passions en parlant de cinéma et de droit dans différentes productions. Elle s'intéresse à toutes les formes d'image et à toutes les formes de diffusion. Elle est d'ailleurs membre de l'Association française des artistes de l'immersif, ça ne s'invente pas, et elle revient tout juste du Festival de Cannes où elle était invitée en tant que, je cite, « talent impliqué dans la réflexion sur l'évolution des modèles du cinéma francophone ». Ça ne s'invente pas non plus. Traçant une route cinéphile qui nous semble résolument moderne, éclectique et méticuleuse, notre invitée est à l'image d'une nouvelle génération amoureuse des images qui, sans délaisser les œuvres et les pratiques d'antan, participe à leur renouvellement. Bienvenue Clara Benyamin et on est très heureux et heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Mais c'est bien réciproque et merci beaucoup de me recevoir. Alors comme cette tradition, on va tout de suite enchaîner sur une petite citation. Je crois à un cinéma non-binaire et fluide, dans ses genres, ses formes, ses personnages et ses points de vue. Et à l'importance de ne plus jauger la valeur potentielle d'un film sur l'étiquette que l'on peut, ou pas, lui coller. Et alors, c'est une citation de Julia Ducournau. Sans blague. En mai 2018. Laissez entrer les monstres. Et bien justement, en mai 2018, donc quand même 3 ans avant qu'elle ait cette Palme d'Or. J'ai l'impression qu'elle l'a redit avant-hier. Hein. Ouais, on est à J+2 après la Palme. Et j'ai l'impression qu'elle a dit quasiment la même chose avant-hier. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle a prononcé ça au CNC en tant que présidente du jury en charge de l'appel à projet du CNC. Bien sûr. C'est ça, en faveur de la production des films de genre. Tu sais quoi, j'étais persuadée que la phrase que tu viens de lire, tu sais, quand t'as commencé, je t'ai fait les gros yeux, genre oui, pour qui tu me prends. J'étais persuadée que c'était la phrase qu'elle avait dit avant-hier quand elle a reçu son prix, tu sais, 1h30 après que ça a été annoncé par erreur par Spike Lee.
Voilà, si vous avez loupé l'extrait, je vous invite fortement à aller retrouver ce moment génial où minute 2 de la cérémonie, Spike Lee se lève et dit « La Palme d'Or va à Titane !» et où tout le monde se jette sur lui pour qu'il se taise. Mais tu sais, j'étais vraiment persuadée que du coup c'était un extrait du discours d'il y a 2 jours. Bah moi aussi en fait. Ok. Et puis en revoyant la date, je me suis dit non, mais pas du tout finalement. Je pensais que c'était une interview qu'elle avait donnée pendant Cannes au CNC et en fait... Et en fait non, donc c'était quand elle était présidente de la commission... Super. Mais toi, est-ce que ça te parle, cette phrase, par rapport à ta cinéphilie ? Bien sûr, et d'ailleurs, je pense qu'on va en reparler. Et moi, je fais vraiment partie de cette dernière génération de cinéphiles, enfin d'individus, mais aussi de cinéphiles, qui ont grandi relativement sans Internet. C'est-à-dire que j'ai 31 ans, bientôt 32 ans, donc je suis née en 89. Et donc, en fait, Internet, tu vois, à 14, 15 ans, je commençais un peu à avoir Internet à la maison et c'était le moment où, tu sais, on téléchargeait des films, ça prenait 3 jours et 2 fois sur 3, c'était pas ce que tu voulais. Et donc, du coup, il y a aussi cette culture, tu vois, d'aller les chercher, les films. Tu vois, d'aller fouiller dans les bacs de ton cache converteur ou du vidéoclub, de commander une cassette vidéo à Noël et de les échanger avec tes cousins, tu vois, de scruter le programme télé pour espérer voir un film. Et donc, en fait, il y a un peu cette culture de la recherche, tu vois, de vraiment d'aller les chercher, les films. Et moi, c'est ce que je crois identifier dans Julia Ducournau aussi, c'est cette volonté de voir des films un peu différemment, d'aller les chercher un peu différemment et de laisser une place à quelque chose de... J'ai rien contre le cinéma mainstream, hein. Moi-même, je vais voir tous les blockbusters parce que ça m'amuse et que c'est marrant. Mais j'identifie là-dedans une volonté d'aller chercher peut-être un chemin de traverse. Tu vois, un autre cinéma, une culture du vidéoclub, une culture du fond du bac, une culture du truc un peu bizarre. Et donc du coup, voilà, c'est ce que je crois identifier dans cette citation. Et en tout cas, j'aime vraiment beaucoup Julia Ducournau et je la trouve très intéressante en tant que justement qu'incarnante, tu vois, de cette nouvelle génération. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire ces prochaines années. Voilà. Mais on va en parler. Oh oui. Mais on va commencer par donc notre petit portrait chinois. On te pose 3 petites questions. On te demande si tu étais quelque chose. Et le premier film, on t'a demandé si tu étais une scène de flirt ou de drague au cinéma, laquelle serais-tu ? Donc tu nous as parlé pour le coup d'un film très mainstream qui s'appelle Mr. Right de Paco Cabezas, qui est sorti en 2016. Et tu nous as dit tout le film entier était une scène de flirt et de drague. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que moi j'ai trouvé qu'en fait finalement les scène de drague était assez annulée dès le départ, étant donné que les 2 protagonistes étaient amoureux dès le départ, en fait. Enfin, tombaient amoureux, in love, très très vite. Et il n'y avait pas on va dire, d'enjeu de séduction, finalement. Enfin, pas tout à fait. Moi, je crois qu'ils sont peut-être effectivement amoureux dans la seconde, mais qu'en fait, toute leur parade amoureuse, parce qu'ils sont quand même tous les 2 très chelous, leur sert à se rapprocher et à savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à se rapprocher. Bon, il y a des couteaux et il y a du training à être un tueur à gages, bon, mais c'est aussi très mignon. Et oui, c'est d'ailleurs très marrant dans ce film parce que tu peux nous en parler un petit bien peu. Bien sûr. Donc, c'est Anna Kendrick et Sam Rockwell. Et Sam Rockwell, mon mari, qui donc du coup se rencontrent un peu par hasard et effectivement tu sens tout de suite qu'ils se plaisent beaucoup, mais ils vont se rapprocher un peu en faisant des pas chassés un peu chacun de leur côté. Et en fait, la particularité du film, c'est que le personnage de Sam Rockwell est un tueur à gages et qu'il est extrêmement bizarre, mais que Anna Kendrick c'est elle-même un personnage extrêmement atypique. Et donc en fait, c'est leur décalage avec les gens normaux qui vont leur permettre de se trouver et de se rapprocher, le tout dans un cheminement très atypique et très bizarre. Je veux pas trop en dire, tu vois, mais effectivement le film est adorable et j'ai une vraie grosse passion pour les comédies romantiques parce que je crois qu'il y en a au moins 3 là dans ma liste. Et justement, j'ai vraiment apprécié que celle-ci, elle soit chelou. Le tout en étant très accessible, hein, tu peux la regarder avec ta grand-mère. Mais donc voilà, j'ai été très séduite par ce truc-là qui est passé relativement inaperçu en France. Aux dernières nouvelles, il était sur Netflix, mais comme le catalogue varie beaucoup, je sais pas si au moment où cet épisode sort, il est encore disponible. Mais donc voilà, ouais, Mr. Right, c'est un film extrêmement pop et frais et léger et très divertissant. Donc vraiment, il faut pas se poser devant en se disant « Ouh là là, je vais me concentrer ». Non, c'est vraiment une soirée entre copains ou alors tout seul, mais c'est vraiment un très agréable moment et c'est une redéfinition des codes de la comédie romantique qui, moi, m'ont infiniment séduite et qui, donc, ce renouveau passe notamment par des personnages très peu normés. Et donc, c'est cool.
Oui, pour toi, en fait, ça redéfinit les codes parce qu'on a des personnages qui préfèrent se balancer des couteaux que de se lancer des fleurs, quoi. En fait, c'est marrant parce que comme tu le dis comme ça, on dirait, tu sais, un Verhoeven, tu vois, un truc, tu sais, avec Kim Basinger, qui est une espèce de prédatrice. Non, non, ils sont tout mignons tous les deux. C'est juste qu'ils sont chelous. Donc, ça se rapproche limite plus d'un Gondry, tu vois, que de La Revanche d'une blonde, que j'adore aussi. Je sais pas si je l'ai cité. Si tu l'as Merde. cité, on a On en adoré reparlera d'ailleurs. à la fin. Non mais donc voilà. Mais effectivement, c'est en fait la redéfinition est faite par, à mon avis, le fait qu'ils savent tous les deux pas séduire et pas draguer, et donc qui s'interpellent et qui s'approchent et qui se rapprochent en prenant une route qui n'appartient qu'à eux. Bon, on va passer à la question suivante. Bien alors. sûr. On t'a demandé en deuxième petite question si tu étais une justicière au cinéma, laquelle serais-tu? Et là, tu nous as dit Katniss Everdeen. Bien sûr. Mais pourquoi? Je la trouve fascinante. Je la trouve fascinante, et en plus parce qu'elle est dans une archi-franchise mainstream. Hunger Games. Hunger Games, pardon, c'est l'héroïne de Hunger Games. Et en fait, plusieurs choses. Déjà, j'ai vu les films en premier avant de lire les livres, que j'avais trouvé très divertissants et un très agréable moment, etc. J'aime bien les dystopies, en plus je trouve que ça fait réfléchir. Hashtag ça fait réfléchir. Mais non, il y a un vrai... Comment dire, je trouve que la dystopie nous renvoie une image toujours qui gratte un peu, tu vois, donc ça m'intéresse. Et en plus, ce qui m'avait tout de suite touchée dans Katniss, c'est le fait qu'elle galère. J'adore Sarah Connor, mais Sarah Connor, c'est un bulldozer, tu vois. J'adore dans Terminator. J'adore Ripley dans Alien. Elle a un peu des doutes et tout, mais c'est quand même un bulldozer. J'aime bien le fait que Katniss, ça soit une ado à la ramasse. C'est-à-dire qu'on lui met sur elle, je vais après expliquer Justicière, mais vraiment on lui met sur elle trop d'enjeux et elle est noyée dans ces enjeux-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour des jeunes filles de s'identifier à un personnage qui a un cheminement extrêmement sinueux et compliqué, qui est courageuse mais qui est nuancée, qui est compliquée. Après, j'ai lu les bouquins, notamment sur des très longs trajets en métro quand j'étais à l'école d'avocat, parce que c'était vraiment très loin. Et en fait, ce que je trouve vraiment fascinant dans la saga Hunger Games, c'est le fait que ça soit des ados qui reviennent de la guerre. C'est des ados qui sont en syndrome de choc post-traumatique tout le temps, et où toutes leurs décisions et toutes leurs réactions sont dictées par le fait que c'est des ados traumatisés. Et en fait, ce que j'aime infiniment chez Katniss, c'est le fait que c'est un personnage à la fois très fort mais très nuancé, avec plein de doutes, avec plein de faiblesses, avec, comme je suis désolée, je me répète un peu, mais avec vraiment un cheminement compliqué qui est vraiment... C'est aussi un bulldozer, Katniss, dans le sens où elle, dès le départ, quand dans le premier film, elle est avec ce jeune homme qui est nominé avec elle dans les arènes, Peeta. Elle est la plus forte, entre guillemets, physiquement. C'est celle qui va réussir, mais son doute, en fait, c'est plus psychologique, c'est plus quelqu'un qui doute, en fait. En fait, elle n'est pas tant musclée, tu vois. Enfin, c'est pas genre qu'elle va voir les gens et qu'elle leur défonce la gueule. Mais effectivement, elle a des compétences, le tir à l'arc, grimper aux arbres, etc., qui sont notamment liées au fait qu'elle vient du district qui est le plus pauvre et qui est un district qui est dans des forêts. Mais effectivement, tu sens qu'elle est plus compétente que tout le monde. Sauf qu'elle en a pas conscience. Alors, syndrome de l'imposteur, problématique de jeune fille, très, très, très intéressant. Donc, j'aime bien la façon dont elle chemine dans tout ça et dont elle va au début refuser de se lier au jeu. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début de Hunger Games, en fait, elle se fout dans un arbre et elle veut pas en bouger, tu vois. Et c'est-à-dire qu'elle veut juste attendre que ça se passe, parce qu'elle a pas très très envie de prendre un arc et d'aller zigouiller tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, on lui dit « Maintenant, c'est toi qui vas porter la révolte. » Et tu vois, au début, elle est genre « Wow, non !» Tu vois, on la met dans des spots télé, elle veut pas, ça donne rien, ça marche pas. Tu sens qu'elle est pas à l'aise, qu'elle comprend rien, etc. Bon, et en fait, le moment où... on peut spoiler Hunger Games, le moment où elle arrive un peu à... reprendre ses esprits, retomber sur ses pieds et comprendre un peu où est sa place, c'est justement le moment où elle se défait de tous les oripeaux, mot de vieille personne, elle se défait de tous les artefacts, de tous les artifices qu'on lui a vraiment flanqués dessus, quoi. Et justement, en fait, c'est en regagnant en simplicité qu'elle arrive un peu à s'émanciper et qu'elle arrive un peu à refaire surface et à prendre ce rôle de justicière et ce rôle de personne qui va vraiment guider la rébellion. Et en fait, voilà, moi, c'est ce qui me fascine dans ce personnage hyper mainstream de la pop culture, c'est que, il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais je la trouve...
justement, ce qui m'intéresse, c'est son cheminement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle passe de jetée dans la fosse au lion à gamine traumatisée, à elle réussit à s'en sortir et à s'émanciper un peu, etc. Puis, les événements qui sont dépeints dans Hunger Games, c'est une violence. Tu vois, t'as pas envie d'être à sa place. Ah non, mais t'as envie d'être à la place de personne. Et en plus, il y a des choses qui sont évoquées dans le livre et qui sont pas dans le film, où notamment, à la fin, elle choisit entre 2 garçons. Tu vois, on ne dira pas lequel. Et en fait, la raison pour laquelle elle choisit un des 2, c'est parce qu'avec l'autre, elle a vécu des trucs trop durs et qu'en fait, le fait d'être face à celui qu'elle est conduit, ça lui rappelle trop de trucs douloureux. Et tu vois, wow, ils ont genre, elle a quoi? Elle a 14 ans dans les bouquins. 18 ans, non, mais tu vois, c'est ça, elle est mineure, quoi. Donc voilà, j'aime vraiment l'idée de dire qu'un modèle pour les jeunes filles, les jeunes femmes, quelqu'un qui s'identifie à une fille ou quelqu'un qui s'identifie à quoi que ce soit et qui a envie de se reconnaître dans Katniss, on lui dit, en fait, ta force, elle vient de ton parcours. Elle vient pas du fait que, à la base, t'es une machine. Non, tu vois, vraiment, qui tu es, ta force, ta conviction, ton courage et ton être au monde et ce que t'es capable de donner, ça vient de ton parcours et pas exclusivement de qui t'étais au moment T quand t'es arrivé dans l'arène, métaphore, quand t'es arrivé sur le terrain. Non, tout à fait, qui est semé de doutes. Vraiment, moi, je trouve que c'est un personnage qui doute en permanence. Qui doute, qui est pleine de nuances et qui est... ouais, c'est très intéressant pour ça. On va passer à la 3e petite question qui est un petit peu plus joyeuse que Katniss. On t'a demandé si tu étais une famille au cinéma, laquelle serais-tu? Je crois que j'ai dit les Tannenbaum. Non, tu n'as pas dit. J'ai dit la famille Adams. Oui, bien sûr. Une chance sur 2. Tu peux nous parler des 2? Non, la famille Adams, c'est bien. C'est bizarrement une des seules familles fonctionnelles au cinéma, tout de même. Certes. C'est vrai qu'ils s'aiment beaucoup, paradoxalement. Pourquoi tu l'aimes, cette famille? Écoute, l'auditeur ne me voit pas, mais je suis actuellement avec les cheveux tressés sur le côté, entre Katniss et Mercredi Adams, du coup. Tout à fait. Les cheveux noirs. Les cheveux noirs, des grands yeux noirs, une robe noire. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Mercredi Adams, même si à force, comme je suis en train de devenir une vieille personne, je crois que je suis plutôt en train de devenir Morticia, quand même, avec l'âge. J'adore la famille Adams. Les films des années 90, il me semble que c'est Barry Levinson, mais je dis peut-être une connerie, des valeurs de la famille Adams et de la famille Adams, j'ai envie de dire 91 et 93. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Font partie de mes tout films préférés, donc le 2 qui s'appelle Les valeurs de la famille Adams. La famille Adams fait partie de ces sagas où le 2 c'est le mieux, comme Le Parrain, comme Star Wars, comme Jurassic Park, comme Les Dents de la Mer, je sais pas. Vous avez l'air aussi consterné qu'amusé, j'adore. Le 2 de la famille Adams, c'est donc à la fois un semi-remake et à la fois l'écriture est beaucoup plus poussée, etc. Le casting est absolument incroyable. Il y a Angelica Houston, Christina Ricci, comment est-ce qu'il s'appelle le père déjà? Ça va me revenir, mince. En fait, il devait faire un 3 et il est décédé juste après. Ah, je savais pas. Ouais, c'est pour ça. Et il y a Emmett Brown qui joue Oncle Fétide. Et donc Christopher Lloyd qui joue Oncle Fétide, et donc j'ai oublié le nom de Gomez, je suis désolée. Peut-être que dans 10 minutes je crierai « Ah !» C'est le nom du gars, tu vois, ça serait extrêmement, extrêmement pénible pour le montage et je serais bien désolée. Donc voilà, le casting est incroyable, la réal est incroyable, si vous avez l'occasion de les voir, vraiment il n'y a pas un pet de gras, c'est que de la vanne, que de la vanne, que de la vanne, que de la vanne. Et moi j'aime énormément cette famille de cinéma parce que ils sont, comme tu l'as fait remarquer, à la fois très proches les uns des autres, c'est vraiment une famille chouette et soudée. Et qui s'aime. Et finalement, dans le premier, Fester, qui ne fait pas partie de la famille au départ, a envie de rester. Il vient pour les sous et il reste pour l'amour, quoi, finalement. Comme dans la vie. Quoi, hein? Non, mais c'est assez étonnant. Et alors que c'est une famille qu'on pourrait dire dysfonctionnelle parce que, de par leur apparente étrangeté. Absolument. Mais c'est aussi un postulat qui est développé dans plein d'univers de fiction et notamment de fiction jeunesse, qui est notre héros qui est en décalage, en fait, c'est lui qui est normal. Regarde Harry Potter, où le personnage des sorciers devient... le monde des sorciers devient en fait le normal, et où les moldus, c'est chelou quand même. Et la famille Adams, en fait, c'est pareil. En plus, dans la série des années 60, il me semble, ils ont des voisins qui sont donc des gens normaux, qui met avec les doigts, et où
où leurs voisins normaux sont justement toujours un peu bizarres et viennent toujours, débarquent à l'improviste pour demander des trucs qui n'ont aucun sens et pour venir globalement les importuner, tu vois. Alors que la famille Addams, ils gèrent leurs trucs de leur côté, c'est-à-dire ils tuent leurs plantes au calme, tu vois, ils dressent des animaux dangereux sans rien demander à personne et sans embêter personne, tu vois. Ils font exploser des machins, ils s'embêtent personne, donc. Dans leur monde, ça marche très bien. Dans leur monde, ça marche très bien. Sauf quand ils jouent au golf. Bien vu. Mais tu vois, finalement, même quand ils essaient de faire tomber des bébés du haut de la maison, tout se passe bien, tu vois. Toujours beaucoup de respect. Donc voilà, j'aime beaucoup cette famille au cinéma parce qu'à la fois, ils sont très iconiques et leur univers graphique me parle énormément, étant moi-même une gothique attardée. Mais donc forcément, tu vois, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Tous ces cols Claudine noires, toutes ces robes, toutes ces derbies. Et c'est une famille où tu as envie d'aller, toi ? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, c'est en tout cas une famille que je trouve très réconfortante. Qu'est-ce que tu préfères chez eux, si je devais poser une petite question bonus ? Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un animal dangereux quelque part. Tu vois, il y a toujours un truc dangereux à faire et c'est une bonne idée et c'est drôle. Je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est le fait qu'il se passe toujours quelque chose, c'est l'aventure. Ils ont un rapport au jeu aussi. Enfin, tout est matière à jouer ensemble tout le temps. Enfin, c'est ça. Ludique. Le père, il a ses trucs de train, il a, tu vois, ses grandes maquettes ferroviaires. Tu vois, ouais, il y a un truc. T'as raison, il y a un truc vraiment très ludique. Ils sont toujours en train de jouer ensemble tous. Voilà. Donc en tant qu'enfant, mais c'est incroyable, quoi. Et en tant qu'adulte aussi, d'ailleurs. Je trouve ça super. Dans cette partie, Clara évoque le curieux Party Monsters, film au relent de pizza et de tabac froid qu'elle adorerait voir en salle. Mais avant cela, elle nous raconte, en faisant vibrer les décibels du micro, son visionnage de l'électrisant Uncut Gems, découvert au cœur de la nuit, en solitaire, sur Internet. Évidemment, là, je triche. Tu vois, c'est-à-dire que j'aurais pu te trouver un truc obscur de mon adolescence, machin truc, parce qu'il y avait donc, comme on se l'a dit tout à l'heure, tu vois, cette culture du premier peer-to-peer de Imul, tu vois. Et en fait, j'ai eu cette idée-là sur Uncut Gems parce que je me rappelle que je l'ai regardé très tard un soir, j'arrivais pas à dormir, il devait être 2h du matin, et je le lance. Et en fait, je le lance avec un casque sur la tête, donc avec le son assez fort, tu vois, mais pour pas déranger mes voisins. Et donc vraiment, il y a ce truc de, j'étais dans le secret de la nuit, à regarder ce film-là, tu vois, et à suivre l'épopée de ce gars-là. Et donc, en fait, ce qui est intéressant sur la condition de visionnage, c'est que le fait que ça a été un film disponible sur Internet pour la France permettait de le voir comme ça, tout seul, chez toi, dans le secret de la nuit. J'ai une très grosse télé, donc tu vois, avec du super son, etc. Donc dans des conditions de visionnage extrêmement confortables. Et en fait, on va pas spoiler le film, mais il se passe quelque chose. Il y a un événement très marquant dans le film et je me suis levée, j'ai crié. Et tu vois, il y a vraiment eu ce truc où je me suis levée et j'espère que je vais pas faire saturer le micro. Et tu vois, j'ai fait « Quoi ?» Tu sais, et vraiment, en fait, le fait d'être... J'étais essoufflée, j'étais debout chez moi, toute seule. Du coup, il devait être 3h30 du matin, un jeudi soir, tu vois, genre, mais quoi, et j'étais toute seule, et il y avait personne à qui je pouvais en parler, parce que les gens dorment à cette heure-ci, là je fais saturer le micro, et en fait du coup... C'est l'effet que fait le film sur les spectateurs aussi, ouais. Donc c'est pas mal. Mais je comprends, mais tu vois, en fait voilà, donc il y avait ce truc où à la fois j'avais toute la liberté de déborder, tu vois, parce que j'étais pas dans une salle de cinéma avec des gens à côté de moi, machin truc, et en même temps j'étais seule, et je pouvais en parler à personne, parce qu'on était au milieu de la nuit, et qu'il fallait pas que je fasse trop de bruit non plus pour mes voisins. Donc voilà, ça reste en fait un visionnage... D'ailleurs, c'est mon film préféré de cette année-là. Ça reste un visionnage qui vraiment m'a tatané la gueule. Ah oui, je comprends. Mais c'est marrant cette expérience parce que donc moi je l'ai vu 2 fois tellement je l'ai aimé. Donc une fois en salle, puis quand il a été disponible sur Netflix, je l'ai revu avec quelqu'un. Et donc quand j'étais en salle, j'étais accroché à mon siège. Vraiment, j'étais crispé, mais je pouvais pas bouger. Alors que la deuxième fois, la personne avec qui je le voyais le découvrait, et puis moi je le revoyais. Par contre, là, on était vraiment libre de tous nos mouvements. Et effectivement, on tapait sur les coussins, on était vraiment très très crispé aussi. Mais... C'est comme quand on était môme ou qu'il y a un truc stressant, tu sautes. Ah oui, mais ce film, il est vraiment électrisant, quoi. Ça donne un effet. Ah, c'est les doigts dans la prise. Et c'est pour ça qu'il est très très fort, parce qu'effectivement, en salle ou sur un petit écran, il fait un effet malgré tout, en fait, je pense. J'avais pas un si petit écran que ça, tu vois, j'ai quand même un 60 pouces à la maison, c'est un gros machin. Mais oui, non, mais je l'ai pas regardé sur un ordinateur, tu vois. Mais il y avait vraiment ce truc, effectivement, voilà, de à la fois la liberté de la réaction et la solitude de la réaction qui en font une expérience vraiment qui est gravée dans ma chair, quoi.
On va passer à la salle peut-être. Et oui. Et alors déjà quelque chose nous intrigue. On a vu que tu avais un petit peu travaillé pour le cinéma Le Dietrich à Poitiers. Oui, la meilleure salle de France. Exactement. Et surtout, on t'a demandé un film que tu avais été vraiment fière ou contente en tout cas de programmer. Qu'est-ce que j'ai répondu ? Et alors tu nous as répondu avec une curiosité, Party Monster. Qui est un film de Fenton Ballet et Randy Barbato et qui est sorti en 2003. Alors, je ne l'ai pas programmé au Dietrich, mais effectivement, c'est genre quand quelqu'un me demande « t'as pas un film à me conseiller », c'est celui-là qui sort. Et donc t'as quand même été à l'origine d'une façon ou d'une autre d'une de ces projections en salle, ou c'est un film que t'aurais aimé programmer dans c'est un film cinéma ? Que j'aimerais programmer au cinéma, mais je vais le faire un jour. Et c'est en fait dans le... Tu vois, quand tu deviens le copain cinéphile de la bande, t'as forcément un boulot de... Alors, curation est un mot trop fort, mais tu vois, t'as un boulot au moins de conseil pour tes potes. Et moi, c'est vraiment toujours le film que je conseille quand quelqu'un me dit qu'est-ce que je peux regarder, tu vois. Et en fait, Party Monster, ça vient d'une expérience de quand j'étais ado, où un copain, justement, on se faisait voir des trucs et il m'en a fait voir une série qui ont été très, très façonnantes. Je sais que ce mot n'existe pas. Parmi lesquelles, il y a donc Party Monsters, il y a Hedwig and the Angry Inch, qui est un film un peu dans la même veine. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle Pretty Persuasion, qui est aussi un peu de la même période avec Evan Rachel Wood. Et donc, plein de films américains ou canadiens, ou nord-américains en tout cas, qui montrent une forme de marginalité et qui le montrent de façon pop et flamboyante, parfois tragique, parce que c'est un film tragique. Mais... Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ce film ? Et qui vraiment, en fait, te punch la gueule. Et d'ailleurs, j'ai écrit sur ce film... je vais raconter. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Michael Alig et qui arrive à New York, je crois que c'est à la fin des années 90. Et il rencontre un mec qui s'appelle James St. James, qui est le roi de ce gang qu'on appelle les Club Kids, qui sont des gens qui s'ultra costument, mais vraiment qui sont monstrueux une fois costumes, mais on n'est pas glamour. C'est glamour, mais ça fait peur, un peu comme moi, hein, quoi. Qui s'ultra costument, qui prennent énormément de drogue et qui font des fêtes n'importe où. Donc à la fois ils ont quelques lieux de villégiature, tu vois, quelques boîtes attribuées, mais sinon ils font des teufs dans des wagons de métro, dans des fast-food, dans des camions, etc., etc. Et en fait, les deux réalisateurs de ce film-là ont fait un documentaire qui s'appelle The Shockumentary, où ils montrent un peu toute cette époque. Et après, ils en ont fait une fiction. Tirée d'un livre véritable. Et la fiction, exactement, est tirée d'un livre qui a le meilleur nom du monde parce que ça s'appelle Disco Bloodbath et qui est écrit par le fameux James St. James. Et donc, ça raconte leur histoire. Et dans la fiction, les deux rôles principaux sont incarnés par Macaulay Culkin, donc le gamin de Maman j'ai raté l'avion, qui joue donc le protagoniste Michael Alig. Et qui a une vie assez festive aussi. Ouais. Mais alors, on espère que ça va mieux se finir pour lui parce que je vous raconte juste après. Et le deuxième personnage est interprété, donc James St. James est interprété par Seth Green, que vous connaissez peut-être de Buffy contre les vampires, mais également de la série Robot Chicken. Et en fait, donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller le film. Si jamais vous arrivez à acquérir un DVD, il y a un DVD bonus dans lequel il y a The Shockumentary, donc le documentaire. Et ce qui est assez, ce qui fait que l'histoire nous rattrape entre guillemets, c'est le fait que j'ai dû écrire un article sur le film cette année, donc je l'ai écrit pendant les vacances de Noël. Et en fait, Michael Alig est décédé le 25 décembre 2020. Il me semble que c'est le 25 décembre. En gros, il est décédé, quand je vais checker un peu, tu vois, des trucs, il était mort la veille. Tu vois, j'ai dû écrire ça du coup le 26. Et je vous avoue que ça m'a pas mal percuté. Parce qu'évidemment, il était retombé dans la drogue, etc. Mais qu'il y avait un truc de... Putain, cette histoire, elle est finie. Tu vois, c'est hyper étrange parce qu'en fait, du fait des événements du livre et donc qui sont dépeints dans le film, il a fait pas mal de temps en prison et depuis, il était sorti, et il recommençait à faire des trucs, à écrire, et il y avait peut-être des projets de nouveaux films, de comédie musicale, de machin, de trucs. Et là, l'histoire, elle est finie. Le mec, il est parti. Cette personne-là, Michael Alig, n'est plus avec nous, donc l'histoire, elle est terminée. Et je vous avoue que c'est un de mes 2-3 films préférés et je vous avoue que je suis très sous le choc en fait que cette histoire soit terminée. Je comprends. Mais alors par contre, par rapport au film, on a trouvé un article aussi avec une citation assez savoureuse. Tu me diras si t'es d'accord. Alors Party Monster est un objet imparfait au goût bizarre de pizza froide mangée durant une gueule de bois qu'on traîne depuis 2 jours. Et donc, c'est sur le site Chaos Reigns qu'on a pu trouver cette petite Chaos description. Reigns qui sont donc nos maîtres à tous. Hein, on les aime beaucoup.
Je suis pas sûre que ça soit. Alors, c'est une pizza froide, mais elle est pas bonne. Alors, non. Mais ils expliquaient que ça faisait partie du charme du film, justement. C'est plutôt un compliment. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûre que ça soit une pizza froide. Pour moi, il y a un côté vraiment genre. C'est un sachet de bonbons un peu rance, tu vois. Mais oui, il y a un côté la gueule de bois que tu traînes depuis 2 jours. Les films qui ont un peu des énergies similaires, c'est par exemple Kaboom de Greg Araki. Ah, complètement. Tu vois. Donc, putain, c'est drôle, la gueule de bois que tu traînes depuis 2 jours. Ça, c'est un truc de la trentaine, hein, vous connaissez pas encore, vous deux. Presque. Presque. Non, mais je te jure que quand tu te réveilles un 2e matin et que tu fais non, mais c'est pas vrai, là, allez, là, stop. Donc, ouais, je vois l'idée. Il y a un truc comme ça. Mais il y a un truc aussi de. Alors, je fume pas, mais il y a un truc de, je pense, de ça sent le tabac froid, tu vois, un peu. Donc, voilà. Ouais, il y a un truc un peu comme ça, j'aime bien. On aime beaucoup Chaos Reigns. Clara, dont le goût pour le cinéma d'horreur n'est plus approuvé, nous a néanmoins fait part d'un film ayant su troubler son sommeil. Il s'agit du Hérédité d'Ari Aster. Mais avant d'évoquer ses angoisses, nous lui avons demandé s'il existait un film qu'elle souhaiterait oublier. On t'a demandé un film que tu souhaiterais oublier. Et là, tu as fait une très jolie réponse. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Alors, tu nous as dit que tu aimerais oublier pour le redécouvrir 1000 fois Phantom of the Paradise. Bien sûr. Bien sûr. Et on comprend. Pourquoi t'aimerais le redécouvrir à chaque fois ? À ton avis ? Non, en fait, je comprends ce que vous essayez de dire, tu vois, dans ce truc de quel film tu préférais ne jamais avoir vu, etc. Mais il n'y en a pas vraiment, en fait. Tu vois, ce qui, à la limite, peut m'agacer. Moi, ce qui m'agace fortement, et les films que je préférais qu'on oublie tous, c'est par exemple les trucs qui étaient vendus comme étant des merveilles de sensibilité, de délicatesse, et où en fait, genre, il y a un viol au milieu, tu vois, tu fais quoi ? Enfin bref, j'ai notamment un souvenir odieux, enfin pardon pour cet exemple de violence sexuelle, mais j'ai un souvenir odieux d'un super film que je vais pas citer, qu'on m'avait vendu comme étant une super merveille de délicatesse et de sensibilité qui parle de la vie des gens et des outcasts, etc., ce qui sont un peu mes sujets, et où en fait c'est un truc où il y a un espèce de creep absolu qui stalk une meuf, qui la pourchasse, et voilà, enfin elle trouve ça trop mignon, et ils finissent par sortir ensemble. J'ai pas vraiment de films que je souhaiterais oublier, j'ai plus des sentiments de colère, tu vois, face à des films qu'éventuellement on pourrait gommer. Mais effectivement, tu l'as pris à contre-pied, cette question. J'ai décidé de le prendre à contre-pied parce que je voulais un truc positif, tu vois, on a envie d'un sentiment positif, là, en ce moment on vient d'avoir 1 année et demie de merde quand même. Donc Phantom of the Paradise, c'est un film de mon réalisateur préféré qui est donc Brian De Palma. C'est une comédie musicale qui est largement inspirée de Faust. Et où un personnage est un compositeur et il compose une œuvre, et en fait un vilain producteur véreux veut se l'approprier, et pour cela il va le faire incarcérer, il va être défiguré. Donc il y a aussi tout un truc sur le fantôme de l'opéra, Phantom of the Paradise, où il va se mettre à hanter le théâtre dans lequel est jouée sa musique, et la musique est chantée par Phoenix, qui est donc du coup une jeune femme qui est la même interprète que dans Suspiria, si ça vous intéresse. Et il y a notamment cette phrase qui moi me fascine, où il dit My music is for Phoenix, everyone else who sings it dies. Donc tu vois, il y a vraiment le film est empreint de mort, tu vois, de mort et de violence et de choses comme ça, et où donc du coup c'est à la fois le film du grand mélange, c'est-à-dire qu'il y a notamment plein de scènes où on voit les cadreurs et c'est pas grave, c'est là, tu vois, non mais on voit les cadreurs, on voit les techniciens et tout se mélange, etc. Et en même temps c'est un drame d'une poésie incroyable, et à la fois c'est de la musique inoubliable et des tableaux extraordinaires, et en même temps c'est un monument du pop et du flashy et du néon et du romantisme gothique noir et de la comédie rock, je crois, ouais. Une des premières comédies rock. Et c'est vraiment l'instantané d'une époque, quoi. Ça photographie une époque, de la musique, bien de sûr. la mode, de la façon bien de faire sûr. des films aussi, avec de tout ce split screen. Absolument. C'est incroyable. Et Absolument. sur les coulisses aussi, c'est très bien beau. sûr. Et sur les coulisses. Et c'est marrant, Annette m'a fait un peu cette impression-là aussi de l'opéra rock noir, très mélancolique, etc. Alors en moins... en flamboyant, enfin... En moins flamboyant, effectivement, t'as tout à fait raison. En moins sucre qui pique. C'est ça. Donc mais voilà.
Alors, justement, par rapport à ta mémoire, est-ce que tu le connais vraiment par cœur, le film? Est-ce qu'il y a des passages que tu oublies et qui t'arrive de redécouvrir? Enfin, comment il occupe ta mémoire, du coup, ce film? Je me suis beaucoup appliquée à pas le voir tant que ça. J'ai lu des milliards de choses dessus, et notamment il y avait Carlotta qui avait fait une très très belle édition il y a quelques années où il y a un livret très richement documenté, et tu vois, et des documentaires et des choses Une comme version ça. karaoké, je crois. Oui, évidemment. Et voilà. Donc j'ai lu beaucoup de choses dessus, et notamment il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques années sur le cinéma de Brian De Palma, que je vous conseille et qui en parle notamment. Mais je m'applique à pas trop le revoir parce que justement je veux pouvoir continuer à le voir, tu vois, une fois par an, sans le connaître par cœur. Et il y a par exemple d'autres films que je connais par cœur dont je crois qu'on va parler tout à l'heure. Mais tu vois, celui-ci, il y avait vraiment ce truc de cette volonté. Tu sais, un peu comme une chanson préférée que tu skips volontairement quand tu lances l'album pour pas être trop lassé. Donc je le connais pas par cœur, mais il est très présent. C'est une belle description de Phantom of the Paradise, cette chanson que tu connais par cœur, mais que tu essaies de pas trop gâcher, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que tu veux pas être lassé, tu veux continuer à être surpris par le film. Bon, alors par contre, on va totalement changer de registre. Est-ce que tu fais partie donc des Nouilles Rampantes où tu racontes aux côtés de Thomas Hercouet, Boulet et bien d'autres des histoires qui font peur? Absolument. Et Cherry Cream et Juliana. Sur Et YouTube. C'est tout ça, sur YouTube, en live stream, c'est disponible. Alors, on Sur les fait Twitch. sur Twitch, et après, elles paraissent sur YouTube, et elles paraissent aussi en podcast. Et puis bon, on s'est dit que tu avais peut-être une appétence pour le genre. Quelle drôle d'idée! Et alors, on t'a quand même demandé si un film t'avait vraiment maintenu éveillé au milieu de la nuit tant il te faisait peur. Et tu nous as répondu par Hérédité de Ari Aster. Voilà. Le saint patron. Je crois qu'il avait 29 ans quand il a fait le film. Tu sais, il débarque, il fait ça, on peut tous aller se coucher, quoi. Hérédité est, je pense, le film qui m'a fait le plus peur de ma vie d'adulte. Parce que quand j'étais plus jeune, je suis authentiquement traumatisée par la J-horror, donc par Ring, par Dark Waters. Cairo, des films comme ça. Exactement. Voilà, donc j'avais vraiment ce truc sur les gamines qui sortent de la télé. Voilà, très compliqué. Mais effectivement, en étant adulte, dans la recherche dans le fait d'aller regarder volontairement beaucoup de films, Hérédité, qui en plus avait des critiques assez mitigées, c'est-à-dire que tu avais les gens qui trouvaient ça absolument extraordinaire et les gens qui disaient il se passe rien. Hérédité m'a roulé dessus, quoi. C'est-à-dire que j'ai le jumpscare facile. Mes potes disent qu'ils matent des films en 4D Clara ou alors en Clara Rama. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, quand il y a un jumpscare, je saute, je fais trembler toute la rangée et je fais ah, tu vois, voire même oh putain. Voilà, bon bref, très très classique. Mais Hérédité, j'ai hurlé. Ceux qui l'ont vu verront. Il y a notamment un moment où on voit une ombre au fond d'un plan. J'ai hurlé. Dans une salle de cinéma, au Max Linder, avec des gens autour. Voilà. Il y a une scène où il y a un accident domestique, on va dire ça comme ça. Disons ça comme ça. J'ai poussé un hurlement. Voilà. Donc, j'en ai fait des cauchemars pendant des jours. Je voulais appeler ma fille Charlie. Je n'appellerai pas ma fille Charlie. Si j'ai une fille un jour. Donc voilà. Non. Hérédité, c'est vraiment un sommet de la terreur. Tu vois, c'est plus qu'un film d'horreur, c'est un film de terreur. Mais surtout que là, tu parles de jumpscare, alors que... Non, le film n'a pas de jumpscare, justement. Le film, on n'a pas vraiment, et il est beaucoup plus pervers, en fait. Enfin, il dissémine des indices, surtout quand on le revoit une deuxième fois, on sait à quoi s'attendre. Tu sais que j'ai pas réussi à le revoir encore. Moi, du coup, je l'ai revu pour l'émission. Désolé. Ah non, mais moi, je l'aime beaucoup, et sur un plus petit écran, c'est un peu moins effrayant. Okay. Mais ce qui est vraiment crispant, je regardais quand même... sur un téléphone, du coup. Non, je ne ferai pas ça. Ce qui est crispant, c'est que... Alors, je l'avais vu en salle il y a 3 ans, enfin quand il est sorti en tout cas. Et effectivement, j'avais oublié pas mal de choses, et en revoyant quelques scènes comme ça, tout est vraiment... il dissémine des indices de la fatalité de la fin du film. Enfin, il y a des indices partout, et ça rend le film encore plus terrifiant. Mais d'ailleurs, dans Midsommar, il ouvre le film avec une espèce de tenture, une broderie. C'est magnifique. Ça. Où il y a tout le film. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que... C'est un petit génie. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas grave que tu saches déjà tout ce qui se passe, tu vois, il s'en fout. Ouais, c'est un gros génie même. Mais alors, ce qui est encore plus terrifiant, c'est que c'est quand même, pour le coup, un film sur une famille vraiment dysfonctionnelle aussi. Et c'est ça qui rend le film encore plus
c'est un compliment, mais désagréable quand même. Enfin, on n'est pas du tout, éprouvant, on n'est pas du tout à l'aise dedans en fait. Non. Et au-delà de, c'est pas un bon moment. au-delà de ce qu'un film d'horreur procure comme sensation en fait. Mm. Et je pense que ça le rend encore plus terrifiant. Pour sa carte blanche, Clara évoque Thelma et Louise, histoire d'amitié féminine avant tout, et plus particulièrement la fin du film, ultime et vrombissant élan de vie et de liberté. La fin de Thelma et Louise, c'est un moment où deux personnages féminins, parce que c'est encore trop rare aujourd'hui, mais c'est encore plus rare à ce moment-là, décident qu'elles en ont rien à foutre. C'est vraiment un fuck you majeur à tout et tout le monde. Et que, de toute façon, ce qui compte, c'est pas la réussite, l'argent, les mecs, le prochain braquage, le dernier braquage. Tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Ce qui compte, c'est la relation qu'elles ont l'une à l'autre. Tout le reste, on s'en fout. Tout le reste, sauf le fait de tout envoyer péter. Le fait de tout envoyer valser. Le fait qu'il n'y a plus rien qui compte. Et en fait, Thelma et Louise, c'est paradoxalement un immense élan de vie dans le fait de se jeter dans le vide. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est le fait que quand elles balancent leur bagnole dans le vide, pied au plancher, tu vois, dans un champignon de fumée qui est aussi grand qu'une bombe atomique, c'est pas un élan de mort, c'est l'élan de vie le plus pur du monde. Et tu vois, vraiment, elles se jettent dedans comme elles se jetteraient à l'aventure parce qu'elles en ont rien à foutre. Et je trouve ça extraordinaire comme énergie de se dire que le plus grand éclat de vie que tu peux avoir, c'est décider de te foutre en l'air. C'est décider que t'as fait ce que t'avais à faire. Et que là, en fait, tout ce que tu veux, c'est être avec ta pote. Et c'est de faire un dernier coup d'éclat. Et ce dernier coup d'éclat, c'est se balancer dans le vide. Je trouve ça extraordinaire. Et justement, je me répète un peu, je suis un peu en boucle là. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point, en fait, c'est ça le plus grand geste de liberté et le plus grand geste de vie, le plus grand élan de vie, c'est celui-là. C'est celui de pied au plancher, accélérateur à donf, nuage de fumée, bruit assourdissant du moteur et tout droit. Comment tu l'avais vu pour la première fois, Thelma et Louise ? Je l'ai vu de façon complètement indigne. Je voulais le voir quand j'avais genre 15-16 ans. Je l'ai téléchargé dans une qualité bof. Je l'ai vu en VF dans une qualité pas terrible sur le moniteur de l'ordinateur familial à Grenoble. Mais en fait, ce qui m'avait vraiment genre... c'était de me dire que elles étaient jamais aussi libres qu'à ce moment-là, quoi. Même dans cette qualité-là, en VF, sur un ordinateur familial, ça t'avait fait cette impression-là à l'époque. C'est marrant, c'est le lauréat comme fin. Tu vois, le lauréat, en fait, à la fin, tu te rends compte qu'ils ont beau avoir pris la fuite, ils sont complètement enfermés. Alors que là, en fait, elles prennent pas la fuite. Elles prennent la tangente éventuellement, tu vois. Tu joues sur les mots. Tu crois? Non, mais... Elles sont pas en train de s'enfuir de quelque part, tu vois. Elles sont en train d'aller quelque part. Et là où elles vont, on n'a pas besoin de route. Là où on va, c'est droit devant. Et justement, voilà, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était cette liberté absolue et cet énorme fuck you. Voilà. Et c'est vrai que c'est marrant quand tu dis élan de vie, parce que ça avait fait beaucoup jaser. Enfin, il y avait beaucoup de critiques qui avaient dit à la fois c'est un élan de vie, à la fois c'est assez triste comme fin, parce que justement, les fins de western, normalement, c'est un happy end. Or là, c'est vraiment un des rares westerns où il n'y a pas un happy end. Qu'est-ce que c'est une happy end ? Bah, c'était toute la question. Il y en a qui trouvent que c'est un happy end, il y en a qui trouvent que c'est une fin triste. Donc moi, je trouve qu'elles ont la maîtrise de leur destin. Je dis pas que mourir, c'est super, tu vois, c'est pas du tout ça. Mais... j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est ce qui leur paraît être le truc à faire. Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'elle mourrait, effectivement. Alors que si, de toute évidence, quand on le voit, mais quand le film... C'est probable, en tout cas. C'est probable, mais quand on finit le film, enfin, moi, en tout cas, c'est jamais la sensation que ça m'a fait en le voyant. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, mais justement parce que c'est filmé comme un grand geste d'émancipation et pas comme un suicide, tu vois. Ça finit sur un fondu au blanc, aussi. Avec la musique à fond. C'est ça, et pas un fondu au noir méga plombant, on coupe le son, on coupe la musique, c'est... Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que je crois aussi qu'il y a une vraie... un vrai truc qui gratte quand il y a une œuvre soit qui parle de femmes, soit qui montre des femmes qui s'incarnent d'une façon aussi radicalement différente. Parce que attends, Thelma et Louise, c'est deux Hollywoodiennes hyper canons, tu vois. Mais justement, le fait qu'à la fin du film, elle fasse ça, c'est un geste d'émancipation totale. Et donc du coup, c'était genre, quand même, c'est pas très positif. Buvez de l'eau. Après ce judicieux conseil, très utile en temps de canicule et de réchauffement climatique, Clara enchaîne sur 2 films à l'ambiance révolutionnaire. Le premier, Nocturama, qu'elle voudrait léguer aux générations futures, et le second, Grave, qui a définitivement transformé son regard au cinéma. Ce que je trouve fabuleux dans Nocturama, donc voilà, c'est ces gamins qui ont la conscience mais aiguë et inarrêtable du fait qu'il faut faire un truc, qui savent pas quoi, qui ont une espèce de rage, mais qui savent même pas vraiment pourquoi. Juste, tu vois, cette espèce de constat de ça va pas, il faut faire un truc. Donc, ils décident de faire un acte spectaculaire et sans victime. C'est-à-dire que quand même, la démarche, c'est ce qu'ils veulent faire. Et on ne sait pas s'ils ont réussi ou pas. La démarche, c'est de faire flamber une statue, péter des voitures vides, péter un bâtiment public la nuit quand il n'y a personne, et péter des étages désaffectés d'une tour à la Défense. Je crois que j'oublie rien. Donc, on est sur une volonté de faire péter des symboles de ce qui, d'après eux, représente tout ce qui ne va pas. Une statue de Jeanne d'Arc, wink wink, une tour à la Défense, le ministère de l'Intérieur, et des voitures devant la Bourse. Donc, tu vois, ce qui, pour eux, est ce qui est la cause de tous les problèmes. Donc, faire péter des trucs sans faire de victimes dans leur intention, de façon coordonnée, donc pour littéralement faire un bang, mais dans leur intention sans faire de victimes. Et d'ailleurs, dans le film, on ne nous répond pas sur est-ce qu'ils en ont fait ou pas. Et je trouve qu'il y a une espèce de noblesse absolue dans leurs gestes et dans leur désespoir. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut poser des bombes. Ne posez pas des bombes, s'il vous plaît. C'est une fable. Ça a une visée didactique. Mais, tu vois, moi, je suis... Je suis un peu désespérée sur le monde autour de moi et sur ce que je vais laisser à mes potentiels mômes. Et tu vois, notamment, on a des discussions horribles avec mes potes. On se dit, est-ce qu'on fait des enfants ? Est-ce que on aura quelque chose à leur laisser pas dans longtemps, mais dans 30 ans ? Tu vois, donc c'est des discussions abominables d'avoir 30 ans aujourd'hui et de te dire, si je fais des enfants, ils vieilliront peut-être même pas jusqu'à mon âge. Pardon ? Mais c'est abominable comme discussion. Et donc, du coup, je suis très... finalement, c'est un film qui presque me donne de l'espoir sur le fait que ces ados-là, qui en plus ont rien d'exceptionnel, tu vois, ils n'ont pas des super pouvoirs. Alors, il y en a un qui est à Sciences Po, mais en fait, tu vois, ils sont très, très mixtes. Je suis très émue par le fait que cette fable, ce film qui est une fable, me montre ces personnages qui savent pas quoi faire, mais qui ont une conscience aiguë qu'il faut qu'ils fassent un truc et qu'ils le font. Et qu'ils le font de façon hyper symbolique et hyper intense, quoi. Voilà. Donc, c'est un film sur un monde qui va pas très bien. Moi, ça va. Mais littéralement... Et maintenant, que vais-je faire ? Tu vois ? Et en plus, il y a des scènes de comédie musicale de ouf dans Nocturama. C'est vrai. Tu vois ? Une scène en particulier très très belle de comédie musicale. Moi, j'en ai 2 en tête. Donc, il y a la scène de My Way dans l'escalier, qui est fascinante, avec un super acteur qui s'appelle, il me semble, Hamza Mediani. Et une autre scène avec une chanson de Willow Smith qui s'appelle Whip My Hair, et où en fait il diffuse, tu vois, le truc, c'est une chanson très pop, très R&B même, et il diffuse la chanson à donf partout dans la Samaritaine, et où les personnages découvrent quelque chose à ce moment-là, et où il me semble que les 2 chansons sont quasiment en entier. Donc voilà. Et il y a aussi un autre discours sur la musique où ça parle de, je vais dire une connerie, j'aurais dû mieux préparer mes excuses, mais ça parle d'une symphonie de Berlioz, et où
je vais donner que des à peu près. Il me semble que à un moment de grande liesse populaire de Paris, les gens se sont mis à défiler dans la rue en jouant cette symphonie de Berlioz, tu vois. C'est pas la symphonie du Nouveau Monde, c'est un autre truc. Et c'est une histoire vraie, et l'histoire est incroyable, tu vois. Des gens qui sortent dans la rue avec leurs instruments pour jouer ce truc de Berlioz. Bon, bref, c'est évoqué au début du film. Et ça parle à nouveau de, tu vois, de cette conscience aiguë qu'il faut faire quelque chose. Et donc, en fait, voilà, moi, ce que j'aimerais laisser aux générations futures, c'est les gars, les gars légaux, ça va pas être simple. Vous allez avoir besoin de cette conscience aiguë du fait qu'il faut faire un truc. Voilà. C'est une très belle réponse. Merci. Et on va passer à la suivante, où en fait on va toujours parler de changer un peu les choses. On t'a demandé, puisque tu as mis très tôt en avant les femmes qui travaillaient dans le cinéma, et tu as très tôt parlé de... Enfin, en tout cas, depuis certaines années, on parle de ce fameux male gaze et female gaze qui change notre regard sur le cinéma. Et on t'a demandé à titre personnel quel film avait changé ton regard sur le cinéma. Et tu nous as répondu très actuellement, alors que tu n'en étais pas au courant, mais tu nous as répondu Grave. Donc mais je crois que je savais déjà dans mon cœur. Pardon, je t'ai complètement coupée, je suis désolée. C'est pas grave, mais raconte-nous Grave et comment en fait il a changé ton regard. Oui, comment il a fait le pivot en fait, où tu t'es dit... Sacré pivot, hein, même 360, triple axel et double salto, tu vois. Ah, Julia Ducournau. Grave, donc, qui est son premier long métrage. Après, il me semble, un court qui s'appelle Junior et un moyen métrage qui s'appelle Mange, que je n'ai pas vu. S'il vous plaît, si vous avez un lien, envoyez-le-moi. D'ailleurs, ce qui est trop mignon, c'est que Titane a été produit par le même prod que son tout premier court il y a 10 ans. Donc, tu vois, il y a ce côté de tu vois, en famille, tu vois, exactement, famille fonctionnelle. On fait des boucles. On ne fait que ça. Grave est donc un film sur une jeune fille qui a, je crois, 16 ans, parce qu'elle doit avoir 2 ans d'avance quand elle rentre à la fac, qui donc arrive en école de veto en Belgique. On nous explique qu'elle vient d'une famille où tout le monde est vétérinaire. C'est des études très difficiles. Et elle arrive du coup dans cette école où en fait c'est déjà l'élu. Tu vois, c'est Harry Potter, la meuf, tout le monde sait qui c'est. Elle arrive et tout le monde pense que, comme elle est issue d'une espèce de dynastie de vétérinaires, qu'elle va cartonner, quoi. Et en fait, cette jeune fille qui est très assez pudique, assez discrète, lors d'un bizutage, va manger un truc un peu dégueu, qui est un rein de lapin. Et en fait, elle vient d'une famille végétarienne, donc c'est la première fois de sa vie qu'elle est confrontée à l'ingestion de protéines animales. Et ce qui est très mignon, c'est qu'en fait, elle pense qu'elle mangeait pas de viande parce que ils sont vétérinaires, donc on est gentil avec les animaux. Et non, ce n'est pas pour ça qu'il ne fallait pas qu'elle mange de viande, puisque Justine, notre héroïne, jouée par Garance mariée, par l'époustouflante Garance Mariée ou Maréliée, je ne sais pas, excuse-moi madame. Justine est cannibale, et c'est pour ça en fait qu'elle mangeait pas de viande, parce qu'en fait ça allait réveiller ses instincts. Et donc c'est un film sur la filiation, sur le matriarcat, sur manger des gens. Et c'est un film qui est filmé à hauteur de cette jeune fille et qui du coup va éveiller tous ses appétits en même temps, puisqu'elle va aussi découvrir sa libido et sa sexualité par ce biais-là. Et en fait, toute notamment cette découverte de son désir et de son corps sont filmés comme du cannibalisme, puisqu'elle a un peu du mal à dissocier les deux. Et on la comprend. Et donc voilà, et je trouve que le film est très... à la fois très doux et extrêmement brutal, où paradoxalement les scènes les plus vénères sont pas du tout des scènes de cannibalisme, c'est une scène d'eczéma et une scène de cheveux. Ceux qui l'ont vu savent. Et où, quand je l'ai découvert à l'étrange festival, j'étais pétrifiée. Et en plus, le film avait été présenté à Cannes en mai, et il avait eu assez peu de projections publiques. Donc vraiment la salle, tu vois, réagissait très fort. Et c'est le film que j'ai le plus vu en salle, parce que je crois qu'avant qu'il sorte au cinéma, je l'avais déjà vu 6 ou 7 fois. Et je l'ai revu 6 ou 7 fois en salle. Et là, autant vous dire que pour Titane, j'avais pas ma place à Cannes. C'est-à-dire que vraiment, j'ai retourné cette ville pour trouver une invite pour aller le voir à la projection avec l'équipe, etc. Parce que j'avais besoin d'en être, quoi. Et viscéralement, c'est-à-dire que les autres films, je m'en fous, ils vont sortir dans quelques mois. Celui-là, je voulais être dans la pièce.
Tu vois, j'avais besoin d'être là, quoi. Dans Hamilton, la comédie musicale, il y a une chanson qui s'appelle The Room Where It Happens. J'avais besoin d'être dans la salle où ça se produit. Et Grave est un film du coup qui shift complètement ce paradigme parce que les maîtres du jeu, les maîtres du désir, les maîtres de la violence, les maîtresses d'ailleurs, sont mais littéralement des jeunes filles en fleurs, tu vois. Elles sont toutes mignonnes. Enfin, elle particulièrement, et donc les autres femmes de sa famille, sont vraiment des incarnations de la naïveté au début. Et d'ailleurs, Julia Ducournau explique dans plein d'interviews qu'elle l'a appelée Justine pour Justine et les malheurs de la vertu, qui est donc cette ingénue qui sera ensuite introduite aux choses de la vie. Pour le dire mignonnement, si vous n'êtes pas prêts, ne lisez pas ce livre. Qui est une œuvre majeure, mais qui a besoin d'arriver pour des gens qui sont prêts pour la recevoir. Et donc voilà, et donc c'est vraiment c'est même pas un revirement, tu vois, c'est un coup de pied retourné dans la tronche, quoi. Ce film qui du coup change de direction. Et change la direction. Et effectivement, je pense que c'est un des incarnants flamboyants du female gaze. C'est ça. D'ailleurs, la façon dont elle filme les corps masculins, c'est comme aussi de la viande. Mais oui, mais ça c'est très intéressant. Et en fait, donc moi je l'avais vu en salle aussi. Donc la salle, c'était une avant-première, donc public complètement électrisé. J'étais Il y avait une probablement ambiance, c'était assez fou. Et là, justement, en le revoyant au prisme de ta réponse, ça m'a vraiment sauté aux yeux, quoi. Je me suis dit, ah oui, mais quand même, en fait, elle les filme vraiment comme de la viande. Oui, elle les filme pareil que le cheval. Et c'est intéressant. Enfin, c'est bien que ça existe, quoi. C'est fort. Pour finir en beauté, notre invité a choisi comme film refuge la comédie américaine désormais culte La Revanche d'une blonde. Au passage, on vous conseille de jeter un œil à l'accueil critique presse sur Allociné. Vous serez agréablement surpris. Je vous avoue qu'on est passé à ça, que je vous mette Lolita malgré moi. Chef-d'œuvre féministe en plus. Incroyable, Lolita malgré moi. J'adore Lolita malgré moi. Dans une émission de cinéma à laquelle je participais, j'avais fait... À un moment, on m'avait dit, allez, tu choisis des films pour tout le monde pour une émission. Et j'ai dit 5 films avec Lindsay Lohan. Et donc tout le monde m'a regardé, tu vois, avec la consternation que mérite ce genre de suggestion. Et j'avais fait regarder à un des contributeurs de cette émission, qui est donc le plus cinéphile vintage. Je lui avais fait regarder justement Lolita malgré moi en lui disant... Fais-moi confiance. Et en fait, au-delà du fait qu'il a passé un agréable moment, il a dit, tu sais quoi ? C'est à peu près un film, effectivement. Il y a à peu près de la mise en scène et tout. Et j'étais genre, ah ! Bon, bref, bon. Mais je ne l'ai pas mis dans la liste, donc on parle d'autre chose. Pourquoi refuge ? Pardon ? La Revanche d'une blonde. Déjà, c'est la raison pour laquelle je suis avocate. Et c'est même pas une blague. C'est ça et Ali McBeal. Et ma cousine Sarah, parce qu'elle était trop cool et qu'elle était à la fac de droit. Et La Revanche d'une blonde, c'est une histoire d'émancipation. Et c'est une histoire de personne, d'un individu féminin, hyper féminisé, avec tous les codes les plus grossiers de la féminité, et qui sont des codes que j'aime bien, hein, je veux dire, j'ai du vernis à ongles et des chaussures à talons et une grande robe, mais tu vois, vraiment, elle, c'est Barbie, quoi. Et elle n'est acceptée par son entourage que dans sa fonction de Barbie. Et c'est cool, hein, les Barbies, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, et y compris ses parents qui la considèrent comme une Barbie, ses amis qui l'aiment parce qu'elle a un grand cœur, mais aussi parce qu'elle connaît les meilleures manucures et elle a plein de conseils sur les cheveux, et son cum qui la considère comme une bimbo écervelée, cette abrutie. Et donc du coup, c'est donc un personnage féminin très très rose, très très bonbon, quoi, rose bonbon, qui se fait lourder par son mec, qui lui dit qu'il a besoin d'une épouse plus sérieuse et qui le rentre à la fac de droit à Harvard. Et qui soit moins blonde aussi. Ouais, je crois qu'il lui dit... Non, elle lui dit « parce que je suis trop blonde !» Mais il lui dit quelque chose d'incroyable. Il lui dit qu'il cherche plutôt une Jackie Kennedy et pas une Marilyn. C'est vrai. Et ça, c'est une réplique vraiment géniale. C'est incroyable, je veux une Jackie plutôt qu'une Marilyn. Et donc, il la lourde pour se mettre en couple avec une fille du Connecticut qui est Selma Blair, notre dieu à tous. Voilà. Et donc, du coup, Elle Woods, la blonde, décide que, pour lui montrer qu'elle est sérieuse, qu'elle va rentrer elle aussi à Harvard. En droit. À Harvard Law.
Et donc, du coup, elle va voir le doyen de la fac, elle lui dit « Faites-moi une lettre de recommandation ». Elle lui dit « Et le mec lui fait « Mais vous faites mode et merchandising ?» Elle lui fait « Oui, mais je suis majeure de la promo, j'ai que des A ». Et puis, du coup, elle passe les examens qu'il faut, qu'elle réussit, mais giga haut la main. Elle fait une vidéo de motivation qui, à mon avis, aurait dû recevoir un Oscar à elle toute seule. Et quand les personnes qui sélectionnent les profils à Harvard voient arriver le truc, ils sont à la fois consternés, mais ils trouvent que c'est une figure de diversité assez intéressante. Et donc, du coup, ils la prennent dans la promo. Et autant dire qu'elle détonne un peu au début, mais que bon, finalement, voilà, elle va se frayer un chemin là-dedans, se révéler extrêmement brillante, s'émanciper justement par cet endroit où on ne la connaît pas et on ne l'attend pas tout à fait pour ça. Et on la méprise. Et on la méprise au début. Par ces codes de féminité, en fait, qui sont trop féminins et pas assez sérieux. Enfin, bien sûr. Catalogués comme sérieux. Bien sûr, et c'est justement, alors évidemment, c'est wink-wink, mais c'est évidemment ces codes de la féminité qui vont lui permettre de s'imposer à la fin. Nous n'en révélons pas plus. Mais donc, voilà. Et effectivement, donc c'est un récit d'émancipation pour tout le monde, en fait. Donc, voilà, donc je vous invite vraiment très fort à le voir parce que c'est un... Comment dire ? C'est un film faussement con, en fait. C'est ça. Voilà. C'est un film que tu revois parfois ou... Tout le temps. Tout le temps. Celui-là, pour le coup, je l'ai vu plein de fois parce qu'en plus, c'est un film que je regarde comme celui dont on va parler après, mais le dimanche dans mon premier matin de Gueule de Bois. Tu vois, non, mais c'est un film que je regarde quand il pleut, quand il fait froid, quand je suis triste, quand j'ai envie d'une soirée légère avec des potes. Tu vois, c'est vraiment un film refuge aussi dans ce sens-là. Tu vois, dans le sens où quand je sais pas quoi regarder, il y en a 2 ou 3 qui sont toujours dans la pile et c'est les 2 qu'on vient de citer là et Lolita malgré moi. Et parce que c'est une protagoniste et que ça fait du bien. Même si on sait très bien que le personnage principal, c'est le chien. Assorti avec les tenues. Bien sûr. Et donc on te remercie beaucoup, Clara, d'être venue et d'avoir parlé de tous ces films. On en profite pour remercier Elodie Imbeau qui nous permet d'enregistrer la Cinémathèque. On remercie aussi Gabriel René qui nous fait notre musique. Et puis on vous dit à la prochaine.